je disais, ce que j'ai. Salam alaikum wa rahmatullah, ba'da kamlin. Ce que j'ai à vous raconter, évidemment, je l'ai envoyé en PDF. J'espère que tout le monde qui assiste à ce cours a déjà reçu le résumé ainsi que le corrigé de l'examen de l'année dernière. Okay. Alors, je vais commencer par le résumé. Le résumé. Alors, vous présentez maintenant l'intégralité de votre écran. Partager. C'est bon. Abdelali, est-ce que vous avez mon écran partagé? Oui, monsieur, oui. C'est bon, parfait. Le Zoom, wesh, c'est bon. Baraka أستاذ مزيان. Si quelqu'un d'autre a une remarque à me faire, qu'il la fasse maintenant. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Évidemment, le résumé du cours, Shabab, c'est juste pour rappeler ce que vous êtes censé savoir pour passer l'examen, Inch'Allah, bihawillah. J'ai essayé de le réduire au maximum. Il y a 10 pages qui contiennent vraiment, vraiment l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir. Alors, évidemment, le premier chapitre a porté sur les rappels d'analyse vectorielle. Je ne vais pas vous demander d'apprendre les formules, toutes les formules, de toute façon, hein, à part peut-être ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'elles ont été suffisamment utilisées, essentiellement la première, c'est gradive moins le laplacien. Évidemment, cette relation nous a servi à établir les équations de propagation des champs E et B, ainsi que des potentiels vecteurs A. D'accord? Pour, j'en reparlerai tout à l'heure, pour le potentiel scalaire V, vous savez très bien qu'on ne part pas de cette relation puisque V n'est pas une quantité vectorielle. OK. Alors, il y a donc cette relation qui est essentielle, le Roth de Roth. Il faut quand même la connaître, hein, il faut vraiment la connaître. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben, les deux théorèmes, hein, sur lesquels est basée la majorité de nos démonstrations, à savoir le théorème de Green-Ostrogradsky, qui transforme une intégrale double sur une surface fermée, fermée. Il faut qu'il soit fermé pour qu'il puisse limiter la V. D'accord? Donc, il transforme cette intégrale double sur une surface fermée en une intégrale triple de la divergence. Le théorème de Stokes, c'est le degré inférieur, si j'ose dire, et transforme une intégrale simple sur un contour fermé, encore une fois. Pourquoi fermé? Pour que la surface S puisse s'appuyer sur ce contour ou être limitée par ce contour. Contour fermé, ça limite une surface. Surface fermée, ça limite un volume. Et le théorème de Stokes, donc, il transforme l'intégrale simple c'est une circulation en une double du rotationnel, du rotationnel. Voilà. Je vais mettre juste un espace ici. Voilà, voilà. Et bon, sinon, il y a les dérivations par rapport au temps. C'est des choses qu'on a eu besoin vraiment dans toutes les démonstrations. C'est que les opérateurs différentiels que sont le gradient, le rotationnel, la divergence, et sont, si j'ose dire, perméables à la dérivation temporelle. D sur dt du grade de f, c'est le grade de df sur dt. Ainsi, la même chose pour le rotationnel et la divergence. Il y avait une autre formule qu'on avait utilisée une seule fois, je crois, dans une démonstration, qui est la règle de Leibniz, la dérivée totale d'une intégrale. Alors, écoutez, Shabab, cette intégrale-là, elle peut être simple de f, de x, y, z, t, dl. Elle peut être double, ça sera ds, et elle peut être triple, ça va être dv. Alors, cette intégrale, cette dérivée totale de cette intégrale est égale à l'intégrale de la dérivée partielle.
par rapport au temps de la même fonction. Et comme je viens de le dire, je le répète, cette intégrale, elle peut être simple, je mettrai ici dl, elle peut être double, ds, elle peut être triple, dv. C'est bon, je l'ai mentionné ici, d taux étant un élément de longueur, de surface ou encore de volume. C'est bon, voilà pour les rappels mathématiques, hein, c'est vraiment pas grand-chose. À côté de la quantité de formules que vous êtes censé connaître hein, dans les autres modules, là, il y a vraiment pas grand-chose. Alors, le chapitre 2, il a porté sur des rappels, en fait. Hein. Ce sont des rappels de la magnétostatique. Il est hors de question. Il y a beaucoup d'étudiants qui me posent la question, est-ce que j'aurai à calculer le champ créé par tel ou tel conducteur? La réponse, c'est non. Hein. Tu n'auras pas à calculer le champ créé par des conducteurs filiformes ou même volumiques. Pourquoi? Parce qu'on a les formules déjà faites et qu'on a démontrées en TD. Alors, ce rappel, il porte d'abord sur la loi de Biot-Savart, qui est une loi essentielle quand même, hein, il faut la connaître. Ça, il faut connaître. Hein. Et j'ai mis à côté l'autre formule qu'on a déduite de la première, mais qui ne sert uniquement quand je dispose, quand j'ai l'angle sous lequel on voit dl. Écoutez, on l'a utilisé pour le fil, je crois, non, pour le segment mn, parcouru par un courant. On a utilisé cette formule et on l'a utilisé également quand on a calculé le champ magnétique au centre d'une spire. Au centre d'une spire, on a utilisé cette formule. Pourquoi? Parce que quand je fais ce calcul, j'ai vraiment l'angle dθ clairement clair sur mon schéma, le dθ sous lequel, du centre de la spire, je vois un élément de la spire qui crée le dB. Évidemment, l'essentiel ici, c'est la loi de Biot-Savart, ainsi que le théorème d'Ampère, hein, évidemment. Je l'ai mentionné ici, juste pour rappel. Et j'ai noté ça, ce théorème permet de calculer le champ magnétique créé par des circuits filiformes, le fil, par exemple, par des courants, en fait, filiformes ou même volumiques, puisqu'on a utilisé le théorème, je vais le noter d'ailleurs ici, hein, par des circuits filiformes ou volumiques, On l'a utilisé également pour le cylindre. Le cylindre est parcouru par des courants volumiques de densité J. Alors, pour calculer le champ d'induction magnétique créé par certains conducteurs, tels que le fil infini, le cylindre infini, il suffit d'utiliser le théorème d'Ampère. Hein. Pour la spire et le solénoïde, en fait, on a fait un calcul direct, c'est-à-dire IE, la relation de Biot-Savart. D'accord? Alors, si j'ai mentionné ces 4 conducteurs spécialement, c'est parce que ce sont les seuls conducteurs programmés dans votre module de S4, c'est-à-dire le fil et le cylindre infini, la spire et le solénoïde. En fait, j'aurais dû rajouter ici, le solénoïde, il est infini. C'est bien. Ce mot infini ici ne veut pas dire que la longueur du solénoïde est infinie. Non, 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 non. Cela veut dire tout simplement que son rayon est un infiniment petit, mon Dieu, où je vais pêcher ça, est un infiniment petit devant infiniment devant la longueur. Voilà. OK. Mais il y a une autre mention ici à laquelle j'aimerais bien, Shabab, que vous fassiez attention, c'est c'est la remarque suivante. Hein. La remarque est basée essentiellement sur la loi de Biot-Savart. Le fil et le cylindre infini sont parcourus par un courant axial, Shabab. Axial, ça veut dire que le IDL est porté par Z.
Résultat, le champ magnétique sera orthoradial. Alors, écoutez, j'ai mis ici, avec des indices bien clairs, hein, on ne peut pas se tromper, le B créé par un fil, c'est mu0 I sur 2pi R porté par Eθ. Oui, mais c'est le même pour un cylindre à l'extérieur de cylindre. Hein, c'est exactement la même expression. Hein. Extérieur d'un cylindre, le fil, c'est exactement la même chose. Oui, mais on a établi également, en TD, que le champ magnétique créé par un cylindre à l'intérieur du cylindre, il est plutôt linéaire, hein, puisque c'est une constante fois R portée par Eθ. Donc le fil et le cylindre, ils ont des champs, ils créent des champs orthoradiaux, la orthoradiale. Quant à la spire et le solénoïde, étant parcouru par un courant orthoradial, j'ai mis le mot orthoradial ici, il faut comprendre circulaire. Hein. Le courant circulant le long d'une spire, ben, c'est un courant circulaire, d'accord? C'est-à-dire que le IDL, cette fois-ci, est porté par Eθ. Ah ben, le résultat, c'est que le champ magnétique sera axial, il sera porté par EZ. On a établi le champ créé par une spire en un point situé sur son axe grâce à l'angle phi. Phi, ici, étant l'angle avec lequel je repère le point où je calcule mon champ. Le point par rapport, évidemment, au plan de la spire. On a vu que c'était mu0 I sur 2R sinus 3 phi. Évidemment, je retrouve la valeur au centre de la spire en faisant phi égale pi sur 2. Je retrouve la valeur du champ magnétique au centre de la spire. Quand je prends un solénoïde, mais attention, hein, je l'ai bien noté ici, hein, c'est un solénoïde infini, c'est-à-dire dont le rayon est infiniment petit devant la longueur. Eh bien, vous savez très bien que le champ créé par un tel conducteur, je devrais rajouter, intérieur, hein, solénoïde à l'intérieur, ça donnera mu0 NI. Il est porté par EZ. Mais, notez ça. Oui, mais à l'extérieur, à Shabab, vous savez, je vais noter ici. Alors, à l'extérieur, vous savez très bien qu'il est tout simplement égal à, mon Dieu, où je vais repérer le 0. Je vais repérer ici. Une seconde, hein, une seconde, Shabab, comme ça, vous voyez en direct ce que je suis en train de faire. Je vais coller ici 0. Voilà. Donc, pour la spire, c'est mu0 I sur 2R sinus 3 phi. Il est porté par là. Pour le solénoïde, à l'intérieur, je sais que il est uniforme, ne l'oubliez pas, Shabab. Il est vraiment uniforme, sa valeur ne dépend vraiment, il ne dépend pas des coordonnées, du point où je le calcule. Et il est porté par l'axe. Quant à l'extérieur, il est tout simplement égal à 0. C'est bon? Ok. J'espère que vous rajoutez les corrections que je suis en train de faire devant vous, Shabab. Hein, comme ça, c'est clair. La première notion importante après avoir connu, donc je disais, ces expressions, elles doivent être connues, Shabab. Hein. Vous avez tout simplement 4 objets, hein, c'est pas la fin du monde. Hein. Vous avez le cylindre, le fil, leurs champs, ils sont très très simples. Vous avez la spire et vous avez le solénoïde de longueur infinie. Les autres formules, comme quoi? Comme par exemple le champ créé par un segment MN. Vous savez qu'il fait intervenir les angles grâce auxquels je repère le point. Ça, c'est pas important, cette formule. Vraiment pas. L'autre formule concernant un solénoïde court, c'est-à-dire n'obéissant pas à l'hypothèse R infiniment petit devant L. Vous savez très bien que lui aussi, il fait intervenir la différence de cosinus d'angle. Ces formules-là, je n'ai rien à faire avec ces formules.
Par contre, celle-là, là, vous avez combien? Vous en avez six, hein? Trois concernant les courants axial et trois concernant le courant orthoradial. Il faut les connaître, hein? Il faut les connaître. On n'a rien à démontrer le jour de l'examen concernant en tout cas ce genre de choses. La notion la plus importante, évidemment, dans la magnétostatique, c'est la conservation du flux magnétique. Alors, cette propriété indique tout simplement que le flux de B à travers une surface fermée, fermée, je l'ai souligné ici, est égal à zéro. Grâce au théorème de Green-Ostrogradski, vous savez très bien que cette surface fermée va limiter un volume. Donc cette intégrale vaut l'intégrale triple de div B. Pour que ce flux soit nul, il faut et il suffit que div B égale à zéro. Donc j'ai une équivalence entre la conservation du flux magnétique, le fait que ce flux égale à zéro à travers une surface fermée et le fait que div B égale à zéro. Ces trois choses sont complètement équivalentes. Je rappelle ici la relation de Maxwell-Ampère. On l'a démontré tout simplement grâce au théorème d'Ampère. Grâce au théorème d'Ampère. Écoutez, je corrige en même temps, je vais des petites choses là. La relation de Maxwell-Ampère, on l'a démontré à partir du théorème d'Ampère. Du champ magnétique le long d'une courbe fermée, d'un circuit fermé, n'est rien d'autre que mu 0 fois le courant traversant ce contour. Cette relation, qui est une relation locale, je rappelle tout simplement qu'elle concerne les distributions volumiques, volumiques du courant. Sinon, je n'aurais pas le J. Ça va, ça? La relation de Maxwell-Ampère, c'est une forme locale du théorème d'Ampère elle concerne les distributions volumiques de courant. Et pour preuve, la formule fait intervenir la densité volumique de courant J. OK. On a démontré aussi, en partant de la relation de Biot-Savart et en disant que dB, le champ d'induction magnétique élémentaire, dB égale rotationnel de dA. À partir de cette relation, on a démontré que A, pour un circuit filiforme fermé, est égal à mu0i sur 4pi intégrale de dL sur R. Et on ne l'a pas démontré, évidemment, parce que la démonstration il est un peu ardue. On a démontré que je vais sauter ça, je veux que vous vous rappeliez cette formule. A égale mu0i sur 4pi intégrale de dL sur R. Alors, si je viens distribution, je vais la mettre ici, juste pour faire et Shabab, excusez-moi. Voilà. Shabab, regardez bien ici. Hein. J, dV, I, dL. Pourquoi? Je peux très bien rentrer ce I, si vous êtes d'accord. Hein. Regardez, je vais mettre le I ici. Voilà. JdV pour les courants volumiques, IdL pour les courants filiformes, tout simplement. Ça va, ça? OK. On devait cette formule qui n'a rien à faire ici. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Alors, je reviens. Donc, le potentiel vecteur, circuit filiforme, le potentiel vecteur, circuit volumique, IdL du filiforme devient JdV pour le volumique. Quant à la forme laplacienne de Maxwell-Ampère, c'est tout simplement Maxwell, c'est la forme
la formule de Maxwell-Ampère qui nous dit que ρ B égale mu 0 J. Oui, mais ρ B, c'est ρ A. Donc, c'est grade div A qui est égal à 0 moins le Laplacien, et on obtient la forme laplacienne de Maxwell-Ampère qui dit que delta A plus mu 0 J égale à 0. On a calculé la divergence de A et on a trouvé que c'était égal à 0, bien sûr. Tout ça, n'oubliez pas que toutes ces formules ont été établies pour des régimes permanents. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle cette matière magnétostatique. Statique, ça veut dire que le temps n'intervient pas. Puisque vous le savez tout à l'heure, quand on va voir les régimes non permanents où il y a propagation des ondes, la divergence de A n'est pas égale à 0. Le rotationnel de B n'est pas égal seulement, rotationnel de B égale à mu 0 J plus un facteur dépendant du temps. La même chose pour la divergence de A. C'est égal à 0 ici, en régime permanent. Quand je vais passer au régime non permanent, je vais trouver div A plus y0 mu 0 dv sur dt. Il y a un facteur faisant intervenant le temps qui va se placer ici. Bon, la dernière chose qu'on a vue, je crois, oui, c'est ça. Avant-dernière chose, c'est le travail des forces magnétiques. Écoutez, Shabab, j'ai enlevé toute la partie concernant le flux coupé, tout ça, c'est pas très, très important. Hein. Le plus important, d'ailleurs, le flux coupé, la notion du flux coupé, je ne l'ai pas mentionné ici pour une raison très, très simple. Hein. Il nous a servi à démontrer ce théorème. Et la démonstration n'est que facultative pour vous. Ce n'est pas quelque chose de très important. Il nous a permis de démontrer le théorème de Maxwell qui, lui, il est important et qui nous dit que le travail des forces de Laplace lors d'un déplacement du circuit, c'est tout simplement I fois la différence. Si le courant traversant le circuit fois la différence du flux. Phi2 moins Phi1, Phi2 étant le flux à la sortie et Phi1 à l'entrée, ou la initiale et finale. D'accord? Ok. Le travail de force électromagnétique ne dépend que de la variation du flux magnétique et ne dépend de rien d'autre. Bon, par ailleurs, ce qui nous reste à voir ici, évidemment, c'est l'inductance propre. Il suffit de se rappeler que un circuit filiforme parcouru par un courant, automatiquement, il va créer B grâce à Biot et Savart. Et oui, mais le B, je peux calculer son flux. Le flux étant proportionnel. Ah oui, ce B est proportionnel à I. Biot et Savart, ok. Et phi est proportionnel à B, puisque phi égale double intégrale de B NDS. Donc phi est proportionnel à I. C'est ce qui me permet d'écrire, j'ai posé ça comme question de cours l'année dernière, c'est ce qui me permet d'écrire que phi, c'est quelque chose fois I. Alors, ce quelque chose est appelé coefficient d'auto-induction, d'induction propre ou de self-induction. Hein. C'est exactement la même chose. Ça concernant un seul conducteur. Quand j'ai en présence deux conducteurs, évidemment, ce que je cherche à calculer, c'est leur coefficient d'inductance mutuelle. Et je rappelle à ce propos, on le verra tout à l'heure, corrigé de l'examen, pour calculer le coefficient d'inductance mutuelle, il suffit de calculer phi n2 ou phi de 1. On sait très bien, Shabab, que lorsque parmi ces deux objets, il y a un solénoïde, le flux praticable, ce qu'on appelle le flux praticable, c'est le flux qui sera créé par le solénoïde infiniment long. Pourquoi? D'ailleurs, je vais revenir à ça tout à l'heure. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, le solénoïde infini crée un champ uniforme, ce qui rend le calcul de son flux praticable, facile. C'est bon? Ok.
Restons dans la définition du coefficient d'inductance mutuelle. Vous savez très bien, comme on l'a vu en cours, que lorsqu'il s'agit de circuits, je peux en fait calculer les flux totaux Φ1 et le flux total traversant le conducteur 1, Φ2 étant le flux total traversant le conducteur 2. Alors, il y a le flux propre, d'accord, mentionné ici par l'inductance propre, le coefficient d'inductance propre, et il y a le flux mutuel. Et on a vu que M12 égale M21, donc ces deux termes sont exactement les mêmes. Ce qui nous donne une petite matrice symétrique ici, donnant les flux en fonction des courants. La notion d'inductance, Shabab, je rappelle que c'est une notion très importante. Très importante. Pourquoi? Voilà, en connaissant, n'oubliez pas aussi, je rappelle à ce propos, que ces coefficients, on l'a dit en cours, dépendent des caractéristiques géométriques du conducteur en présence ainsi que des caractéristiques du milieu où il se trouve. D'accord? Oui. Donc, on est amené en physique à calculer l'inductance propre d'une spire, on sait ce que c'est, d'un cylindre, on sait ce que c'est, et ainsi de suite. Il suffit donc, si je veux un tel flux tel, il suffit que je donne le courant correspondant pour avoir le flux que je désire. C'est juste pour montrer un peu l'importance de cette formule. Nous donnons les flux totaux traversant les circuits en présence en fonction des courants qui parcourent ces circuits. Bah, on finit. Je finis cette partie évidemment par la relation, le théorème de Neumann qui nous donne tout simplement, c'est une formule purement théorique, qui nous donne le coefficient d'inductance mutuelle de deux circuits filiformes sur lesquels j'ai pris un DL1, DL2, d'accord? R étant, je vous demande une seconde, Shabab, une seconde. Je vous demande pardon. Donc, je disais, la relation de Neumann, c'est juste un exemple purement théorique, donc, qui me donne le coefficient d'inductance mutuelle qui va se créer entre deux circuits filiformes C1 et C2 parcourus par I1 et I2. La formule, elle est là. Elle était très aisée à démontrer puisqu'on est passé de phi égale double intégrale sur S de Bn ds à l'intégrale simple sur C de ADL, hein, A étant bien sûr ici le potentiel vecteur. Bon, voilà pour le chapitre 2. Alors, je pense que j'ai passé au chapitre 3. Voilà. Et qui concerne évidemment les ondes électromagnétiques dans le vide. Et je commence par les équations de Maxwell. Écoutez, Shabab, hein, ça, c'est des formules. On ne peut pas aller à un examen d'électromagnétisme ou un concours de physique ou là, sans bien sûr connaître ces formules-là. Hein. Les 4 formules de Maxwell qui sont des formules universelles qui résument totalement les phénomènes observés, les phénomènes autant électriques que magnétiques observés dans la nature. Shabab, écrire ces équations dans le vide revient à mettre epsilon 0 ici. Je l'ai dit en cours et je vais le répéter ici. C'est le seul terme qui va être changé quand je vais passer au milieu LHI, au milieu linéaire, homogène, isotrope. Je vais tout simplement changer epsilon 0 par epsilon. Quant à mu0, je l'ai dit, j'ai insisté sur cette affaire, le mu0, le mu, la perméabilité magnétique
des milieux linéaires, homogènes, isotropes, n'est pas très très loin de mu0. Alors en général, on dit que c'est mu0. En fait, le mu-R, la perméabilité relative d'un LHI par rapport au vide, elle est pratiquement égale à l'unité, ce qui nous donne mu égale à peu près le mu d'un LHI, d'un milieu LHI, c'est à peu près mu0. Donc, la seule différence des équations de Maxwell entre le vide et le LHI, en fait, ça va être ce epsilon 0. C'est OK, Shabab, divergence de E égale rho sur epsilon 0, divergence de B égale à 0, rotationnel de E égale moins dB sur dt, rotationnel de B égale mu0 J plus epsilon 0 dE sur dt. Alors évidemment, chaque année, j'ai un peu le même problème avec les gens à Shabab. Quand je dis qu'il n'y a pas de charge électrique, ben, c'est rho qui est égal à 0. Quand il n'y a pas de courant, c'est J qui est égal à 0. Quand je suis en régime permanent, c'est D sur dt qui est égal à 0. Ne me dites pas que c'est difficile. Chaque année, je pose la question et la moitié ou les trois quarts qui ne me répondent pas correctement. Régime permanent, le D sur dt va disparaître, c'est-à-dire que j'aurai 0 ici et 0 ici. Sans charge, c'est le rho qui est égal à 0. Sans courant, c'est le J qui est égal à 0. Bon, j'ai suffisamment répété la chose. Rho étant la densité volumique totale de toutes les charges et J, le vecteur densité volumique totale des courants. Ah ben, écoutez, ah ben justement, j'étais en train de le dire. Si je me place dans le cas où il n'y a pas de charge, où il n'y a pas de courant, le rho étant égal à 0, div E égale à 0, celle-là, elle ne change pas, vous le savez bien. Celle-là, elle reste aussi. Quant à celle-là, il manque le J, le mu0 J, évidemment, puisque J égale à 0. Alors, quand on se place dans des milieux sans courant et sans charge, j'ai ces équations de Maxwell qui me permettent beaucoup plus facilement d'établir les équations de propagation de E et de B, en partant, bien sûr, de la relation mathématique Roth de Roth égale grade div moins le Laplacien. Et je vais m'arrêter 2 minutes encore ici, puisque cette remarque a été le sujet de l'examen de l'année dernière. Beaucoup d'étudiants me disent « Monsieur, pourquoi on suppose ρ égale à 0 et J égale à 0 pour établir ces deux équations ?» On va le voir tout à l'heure. Quand on va garder ρ non nul et quand on va garder J non nul, c'est-à-dire on parle de la propagation dans un LHI ayant une densité de charge ρ non nulle et ayant une densité de courant J non nulle, on verra qu'il y a d'autres équations de propagation, mais qui vont être réduites à celle-là, à celle que vous voyez ici, sous certaines hypothèses qu'on va voir tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, excusez-moi, Shabab, vous notez les corrections que je fais. Hein. Là, le 0, il est vectoriel quand même. Hein. Excusez-moi. Le 0 ici, il est vectoriel. On a beau faire attention, il y a toujours des erreurs qui restent. Hein, donc, voilà. Voilà les équations de propagation de champ E et de champ B dans un milieu où il n'y a pas de charge, où il n'y a pas de courant. Pour établir ces équations, je me suis tout simplement servi de Roth égale grade div moins le Laplacien et j'ai utilisé, évidemment, j'ai utilisé celle-là et même celle-là. Hein, d'accord? Ok. Les équations de propagation des champs étant finies, bon, c'est pas grave. Hein. Pour les potentiels vecteurs et scalaires, j'ai mentionné en cours que j'avais besoin de E égale moins grade V moins dA sur dt et de div A égale mu0 epsilon 0 dV sur dt égale à 0. Shabab, en statique, je n'ai pas ce terme-là. Quand vous avez étudié l'électrostatique, le mot statique veut dire indépendance du temps, évidemment. Quand les grandeurs physiques sont indépendantes du temps, vous voyez bien que ce terme va s'annuler.
Mais également, attendez, également celui-là. C'est ce qui explique que en magnétostatique, j'avais div A égale à 0 et en électrostatique, j'avais div E égale moins grade V. Ah oui, mais en régime non permanent, il y a ces termes temporels qui sont ajoutés. Parler de l'invariance de jauge revient à dire quand même, j'ai laissé la définition parce que je veux que vous compreniez cette définition à cheval. Au même champ électromagnétique EB correspondent une infinité de potentiels scalaires et vectoriels VA. Qu'est-ce que cela veut dire? Si V et A sont des solutions particulières ici, ben ça veut dire que je pourrais remplacer ce V et ce A et ce V par A' et V', tel que V' égale V moins dφ sur dt et A' égale A plus gradient phi. Phi, bien sûr, étant une fonction scalaire, mais vraiment, vraiment arbitraire, quelconque. Je rappelle que pour démontrer un tel résultat, je suis parti du fait que le rotationnel de ce A' égale le rotationnel de A, plus rod de grade égale à 0. Donc, il me reste le rotationnel de A, c'est B. Donc, rotationnel de A' égale rotationnel de A égale à B. Vous voyez bien que A et A' sont solutions toutes les deux. Pour, pour trouver l'expression de V' correspondant à A', je me suis servi de cette relation. J'ai dit que E était égal à moins grade V moins dA sur dt, mais ça valait aussi, était égal aussi à moins grade V' moins dA' sur dt. Ça implique tout simplement la valeur de V'. Ça s'appelle l'invariance de jauge. Ça d'un côté. Et j'avais besoin, évidemment, de ces deux relations, non seulement pour montrer cette propriété qui est l'invariance de jauge, mais également pour établir les équations, cette fois-ci, de propagation des potentiels. Bah, pour A, il n'y a pas de problème, encore la même erreur. Un zéro, ici, vectoriel. Voilà, c'est un zéro vectoriel. Je pars de que rot B égale rot de rot A et grade div A moins le Laplacien de A. Le Laplacien est là. Le div de A, grade div A, je le remplace par moins mu0 moins grade div A. Ça fait grade de div, mon Dieu, ça fait grade de epsilon 0 mu0 dv sur dt. On élimine le grade dv sur dt des deux côtés et j'arrive à la formule delta A moins epsilon 0 mu0 d carré A sur dt carré égale à 0. C'est-à-dire tout simplement ici que je me sers quand même de ce qu'on appelle la jauge de Lorentz. La jauge de Lorentz, c'est div A plus epsilon 0 mu0 dv sur dt égale à 0. Quant à la dernière, la seule particularité de cette formule, c'est qu'on n'a pas pris le même chemin pour l'établir que pour grand A, que grand B et grand E. Toutes les trois grandeurs vectorielles, on a utilisé le rotationnel de rotationnel. Quant à celle-là, je vais partir de div E égale à 0. Div E égale à 0. Je vais chercher la formule de E. Donc, div de moins grade V moins dA sur dt égale à 0. H-Shabab, div de grade, c'est le Laplacien scalaire. À ne pas confondre avec grade de div. C'est bon? Okay. Voilà pour les équations de propagation. Et évidemment, j'ai la relation epsilon 0 mu 0 égale 1 sur c carré. Shabab, je vais faire un truc ici. Quand je serai dans un milieu linéaire, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement écrire, excusez-moi, je vais l'éloigner un peu. Voilà. Je vais tout simplement voilà.
En remplaçant epsilon 0 par epsilon, j'obtiens 1 sur v carré au lieu de 1 sur c carré. C'est clair, Shabab? C'est clair? Ok. Voilà, voilà. Ok. Les équations de propagation sont les équations, on les appelle les équations d'Alembert, hein, puisqu'ils font apparaître l'opérateur delta moins 1 sur c carré d carré sur dt carré, ou là, ou alors, delta moins 1 sur v carré d carré sur dt carré. Shabab, voilà la partie évidemment la plus importante, c'est celle-là, et je l'ai un peu résumée. Donc, nous, dans notre programme, on est amené à étudier ce qu'on appelle une onde plane monochromatique polarisée rectiligneusement. On a dit que au départ, j'ai un champ électrique et un champ magnétique. Ainsi, je peux rajouter ici A et V. Hein. Ils sont tous fonctions de l'espace x, y, z et du temps t. Dire que j'ai une onde plane revient à dire que E et donc B, ce que je dis sur E est valable pour B, pour A, ainsi que pour V. D'accord, Hachem? On dit que c'est une onde plane si E ne dépend que d'une coordonnée. On avait choisi Z. Ça pourrait être X, ça pourrait être Y, ça peut être n'importe quoi. Dire que c'est une onde plane revient à dire que le champ ne dépend que d'une seule coordonnée. Oui, mais quand on a fait ça, on a trouvé ainsi dit, que le champ, l'hypothèse onde plane veut dire que E ne dépend que d'une coordonnée. Supposons que cette coordonnée, c'est Z. Résultat, en utilisant div E égale à 0, div B égale à 0, on trouve que E et B sont situés dans le plan perpendiculaire à cette coordonnée, au Z ici. D'accord? Imaginez, Hachem, que j'ai pris ici E dépendant de alpha t, B dépendant de alpha t. Alpha étant l'une des trois coordonnées x, y, z. Qu'est-ce que j'aurais trouvé à partir de div E et div B? J'aurais trouvé E alpha égale à 0, B alpha égale à 0, la composante suivant alpha égale à 0. Ça veut dire que E et B sont dans le plan perpendiculaire à O alpha. J'espère que c'est clair ce que j'essaie de vous dire. Hein. D'accord? Quand je choisis une coordonnée Z, automatiquement, le champ E et B sont situés dans le plan perpendiculaire à cette coordonnée. En l'occurrence ici, c'est Z. C'est bon? Ok. Dire qu'il est monochromatique veut dire tout simplement qu'il s'écrit comme une certaine amplitude fois le cosinus de oméga fois T moins Z sur C. Évidemment, le Z ici, c'est parce qu'on a choisi Z. Ça pourrait être X ou Y ou alpha en général. La relation ROT-E égale moins dB sur dt nous a permis, en utilisant la notation complexe, ça nous a permis d'établir que E est perpendiculaire dans B, est perpendiculaire à B. Résumons un peu. Une onde plane monochromatique polarisée, je n'ai pas encore parlé de la polarisation ici, mais ce n'est pas grave. Une onde plane monochromatique, il a quoi comme propriété? D'abord, elle ne dépend que d'une coordonnée. Que E et B sont situés dans le plan perpendiculaire à cette coordonnée. Généralement, automatiquement, cette coordonnée va nous indiquer la direction de propagation de l'onde. Troisième chose, c'est que dans ce plan, E et B sont perpendiculaires à la variable Z ici, mais ils sont perpendiculaires entre eux aussi. D'accord? Ce qui nous permet, en fait, ça, on peut le résumer en disant que, aïe, je ne l'ai pas laissé ici. Si, non, 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 non.
non, je ne l'ai pas laissé ici. Alors, je vais revenir pour expliquer quelque chose à Shabab. Imaginons que la polarisation, c'est EX, hein, c'est ce qu'on a fait. Ici, ouais, je suis en train d'exposer l'exemple qui a été donné en cours. Hein. Supposons que E soit parallèle à X. Puisque E, on vient de montrer qu'il est perpendiculaire à B, d'après les relations obtenues de ρ E égale moins dB sur dt, si E est porté par X et que la coordonnée c'est Z, alors B est porté par Y. Alors, je me retrouve avec un E et B, premièrement perpendiculaires entre eux. Secondo, ils sont dans le plan perpendiculaire à la direction ici Z, qui va être la direction de propagation. D'accord? E, B, K. Je dis K, pourquoi? Parce que Z nous indique ici la direction de propagation. K est porté par EZ. C'est la direction de propagation. On peut toujours vérifier que EBK est un trièdre direct. Ça nous permet, dans certains cas, généralement, de corriger si jamais on s'est trompé dans le calcul de l'un des deux ou même des trois vecteurs, E ou B ou K. On appelle direction de polarisation la direction de E, en l'occurrence ici, c'est EX. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon. Alors, en résumé, Shabab, en résumé, le champ électrique d'une onde plane monochromatique polarisée rectiligneusement, suivant un vecteur E-pôle, pôle comme polarisation, et se propageant dans le vide dans la direction E-pro, propagation. Il s'écrit E égale E0 cosinus oméga t moins KR, attendez, E polarisation. Ça, le vecteur de polarisation me donne la direction de E. Le vecteur de propagation me donne la direction de K, du vecteur d'onde. Une fois j'exprime ceci, je peux dire que E égale E0 cosinus oméga t moins le résultat de ce produit scalaire, R évidemment, étant le vecteur, le rayon vecteur x, y, z. C'est bon? Quant à B, il est donné et sera toujours donné par la formule B égale à 1 sur C, E, propagation vectorielle E. Shabab, je vous jure, hein, en toute franchise, cela veut dire la chose suivante. Cela veut dire que si je dispose de E polarisation, de direction de polarisation, la direction de propagation, je peux caractériser une onde qui se propage avec son champ électrique, son champ magnétique et son vecteur d'onde, sans aucun problème, puisque je n'ai pas besoin d'autres renseignements pour le faire. Ça, c'est très important. Je dis, je répète une fois. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure dans la correction de l'examen, si je pars de ces deux directions, E-polarisation, E-propagation, je peux caractériser aisément et facilement mon champ électrique, mon champ magnétique, ainsi que le vecteur d'onde. La dernière partie qui a été vue, écoutez, Shabab, hein, c'est une simple définition de ce qu'on appelle le vecteur de Poynting, c'est 1 sur mu0, E vectoriel B. Comme E est perpendiculaire à B, vous savez très bien que ce produit vectoriel, c'est un simple produit de E avec B, mais qui est porté évidemment par E propagation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si je fais E croix B me donne E propagation, bien sûr, hein, la direction de propagation. Et comme E et B sont en module, sont proportionnels, hein, je l'ai noté ici, je ne l'ai pas dit, mais E égale CB. Hein. E égale CB. Eh ben, je vais remplacer B par E sur C dans cette expression. Et ça va me donner tout simplement, pour le module de P, epsilon 0, C fois E au carré.
Voilà pour le module de P. Hein. Quand ici, j'ai mentionné tout simplement la densité, ce qu'on appelle la densité d'énergie électromagnétique, vous n'avez rien, vraiment rien à démontrer, Shabab. J'ai dit ici, ce vecteur, le vecteur de Poynting est collinéaire à la direction de propagation, évidemment, puisque c'est E croix B, et a le même sens que celle-ci. La densité volumique d'énergie électromagnétique, on a montré, et ce n'est pas la peine de toute façon de connaître la démonstration, que pour l'électrique, c'est epsilon 0 au carré sur 2. Pour le magnétique, c'est B carré sur 2 mu 0. Sachant que cette expression est la même que celle-là. Comment je le sais? Grâce à deux choses. Grâce d'abord que E égale CB et que epsilon 0 mu 0, c'est égal à 1 sur C carré. Ces deux expressions étant égales, les sommets revient à prendre l'une des deux et la multiplier par 2. C'est ce que j'ai fait ici, c'est ce qui me donne epsilon 0 au carré. Et on sait que le module de P n'est rien d'autre que C fois W la densité volumique de l'énergie électromagnétique. D'accord? C'est un calcul simple ici, hein, vraiment du calcul simple et élémentaire. Il me reste juste le temps pour le chapitre 4. Bon, voilà. Réflexion normale électromagnétique sur un conducteur parfait onde stationnaire. Shabab, je me dois de faire une remarque d'abord sur le titre. Jusqu'à cette année, le mot normal ne figurait pas dans le titre. Je faisais ces réflexions des ondes électromagnétiques sur un conducteur parfait. Comme ça me permettait de traiter autant l'incidence normale, appelée aussi axiale, que l'incidence oblique. Seulement cette année, vu, c'est pas la peine que j'explique les raisons, je me suis dit, on va se concentrer sur la réflexion normale, c'est-à-dire l'incidence axiale. D'accord? Oui, mais c'est un cas très particulier, mais très important. Deux fois très. Il est très particulier, et oui, parce que c'est l'incidence θ égale à 0, c'est un cas particulier parmi toutes les incidences que je peux prendre. Il est très important parce que c'est le seul cas, l'unique cas, qui donne lieu aux ondes stationnaires. D'accord? C'est le seul cas qui donne lieu. Quand j'ai une incidence oblique, jamais j'aurai des ondes stationnaires. Pourquoi? Parce que l'onde, il va arriver et il va repartir. Tout simple, il va arriver sous un certain angle. On va mettre l'angle I et il va repartir sur un angle R qui est égal à I d'après la première loi de Descartes. On est bien d'accord. Nous, on va se concentrer sur la réflexion normale I égale à R égale à θ, si je reviens à la loi de Descartes. C'est bon? C'est l'incidence axiale ou là l'incidence normale. J'ai rappelé ici tout simplement la définition du milieu linéaire homogène isotrope. Shabab. Linéaire veut dire, comme je l'ai noté ici, hey, linéaire si dans les équations de Maxwell, je remplace epsilon 0 par epsilon. Homogène si les propriétés physiques sont les mêmes en tout point. Isotrope si les propriétés physiques sont les mêmes en toutes directions, dans toutes les directions. Ça va? Voilà une définition simple. Les équations de Maxwell, qu'est-ce qui va être différent? C'est tout simplement, encore une fois, le fameux epsilon 0 qui va être remplacé par epsilon. Alors évidemment, j'ai introduit ici, Shabab, on a introduit ici, mais c'est juste pour le savoir, hein, l'excitation magnétique D, sachant que ça s'appelle, pardon, c'est l'excitation électrique. Je vais le noter ici. L'excitation électrique, je vais la noter. Je vous demande une seconde.
c'est un epsilon qui a... Oui, mais un epsilon. Je vous demande une seconde, cheveux. Voilà. Donc, l'excitation électrique D égale epsilon E. Écoutez, l'excitation magnétique H, vous savez que c'est B sur mu0. D'accord? Et je devrais égal à B sur mu0. Obligé de là pour repêcher le mu0. Voilà, voilà, voilà. Oui. Donc, on a introduit ici l'excitation électrique D, l'excitation magnétique H. Ça réduit les équations de Maxwell à div D égale rho, D étant epsilon E, ça me donne div E égale rho sur epsilon, tout simplement. Et ici, mesure J, on avait GH ici, c'est-à-dire B sur mesure. Le mesure monte ici, le epsilon sort d'ici et on retrouve exactement les mêmes équations écrites ici en fonction des excitations électriques et magnétiques. Quant aux équations de propagation, évidemment, ils sont exactement les mêmes pour un milieu sans charge et sans courant et pour lequel, évidemment, au lieu de mettre 1 sur c carré, j'ai mis ici 1 sur v carré en rappelant que 1 sur v carré égale epsilon fois mu0, v étant la célérité de l'onde dans le milieu et la chi en question. Voilà. Okay. Ah ben voilà, je retrouve ici ce que je voulais dire tout à l'heure. Comment caractériser une onde plane monochromatique polarisée rectilinéairement, en fait, par cette en 4. Vous avez EBK direct. Voilà la première des choses. E et B sont transverses. HB. Ce mot-là, je l'ai expliqué en cours en disant transverse veut dire tout simplement que ces deux vecteurs, E et B, se trouvent dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation. Cela veut dire ça, hein? Je vous demande une seconde. Il y a des messages ici. Voilà. Donc, je disais, une onde plane monochromatique polarisée rectilinéairement est obligatoirement transverse. Transverse, ça veut dire la chose suivante. Shabab. Transverse veut dire que E et B sont situés dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation, transversal à la direction de propagation. En fait, c'est ça. Une de le mot transverse. Ils sont en phase, hein, on l'a vu sur le dessin, hein, on l'a vu sur la courbe de E et B, c'est que E et B sont en phase. En phase, ça veut dire qu'ils atteignent leur maxi en même temps, leur valeur nulle en même temps et leur minimum en même temps. Maxi, nul, minimum en même temps, en même point, évidemment. Voilà, ils sont en phase. Ce sont deux ondes en phase. Il y a d'autres. Oui. Alors, on passe à la notion du conducteur parfait. Shabab, j'ai enlevé le dessin, mais il est très, très clair. Hein.
un conducteur parfait est dit parfait si sa conductivité est infinie. La conséquence, évidemment, les conséquences, évidemment, c'est qu'à l'intérieur de ce conducteur parfait, je dis bien à l'intérieur, dans la masse, ou là, à l'intérieur, un conducteur parfait. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu. Un conducteur parfait est ainsi caractérisé. À l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de champ électrique, il n'y a pas de densité de courant, il n'y a pas de potentiel scalaire. Il n'y a absolument rien. En fait, comme je l'ai mentionné en cours, la seule chose qui puisse exister pour un conducteur parfait, ce sera des choses surfaciques, c'est-à-dire des charges surfaciques, éventuellement, je dis bien éventuellement, Shabab, ou des courants surfaciques, éventuellement. Alors, pourquoi je dis le mot éventuellement? Parce qu'on sait bien, Shabab, que lorsqu'on va envoyer une onde électromagnétique sur la surface d'un conducteur parfait, dans le cas le plus général, il va créer des charges surfaciques, il va créer des courants surfaciques. Mais on sait aussi, et on va en parler tout à l'heure, que lorsque l'incidence est axiale, l'arrivée de si l'incidence est axiale, les champs vont être purement tangentiels, ça veut dire que les composantes normales seront nulles, ça veut dire que l'onde ne pourra créer que des courants. Il ne peut pas créer des charges. Pourquoi? Parce que les charges, la densité de charge surfacique est liée à la composante normale. D'ailleurs, il faut passer à ces conditions. Voilà. Les conditions de continuité ou là de passage, hein, c'est la même chose. De passage ou de continuité à la traversée d'un conducteur parfait sont les suivantes. Je vais me concentrer à Shabab. Je vais me concentrer en fait sur celle-là puisque je suis en train de parler. Si le champ est, si l'incidence est axiale, le champ sera purement tangentiel. Purement tangentiel veut dire que les composantes normales sont égales à zéro. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de charge surfacique qui va être créée à la surface du conducteur parfait si l'onde tombe sur ce conducteur parfait sous incidence axiale. Parce que sous incidence axiale, les composantes normales sont nulles. C'est bon? OK. Alors, je vais quand même rester un petit moment là-dessus parce que vraiment, vraiment, ces quatre équations, en fait, dans le cas de la réflexion normale, on est bien d'accord, Shabab. Je vais encore réexpliquer la chose. Écoutez, je vais prendre les quatre équations. Voilà. Et je vais venir ici. Je vais les remettre, juste pour qu'on discute un peu. Dans le cas, le cas de la réflexion normale, de la réflexion, ça veut dire que les champs totaux sont purement tangentiels. Ça veut dire que cet indice, je vais l'enlever. On est bien d'accord. Le champ kamel, il est tangentiel. C'est pas la peine de le mentionner ici. Et les composantes normales sont nulles. Donc, cette équation peut être remplacée par tout simplement, je vais l'enlever complètement. Je vais la remplacer par sigma. D'accord? Quant à celle-là, elle n'a plus aucun sens d'être. Voilà, Shabab, les équations au passage de les équations de passage à la surface du conducteur parfait dans le cas d'une réflexion normale. Ça va, Shabab? J'ai enlevé l'indice tangentiel parce que initialement, elle est tangentielle dans ce cas de figure.
et j'ai enlevé les composantes normales. Le seul renseignement qu'il me donne, c'est celui-là. Ah ben, je l'ai noté ici. C'est bon? Alors, la réflexion normale, j'ai remis ici une figure en espérant, Shabab, si la figure correspondant à l'exemple que je vous ai donné en cours, il y avait une propagation suivant les Z décroissants et il y avait une polarisation, donc j'ai besoin de ces deux directions. Direction de propagation, c'était moins EZ. Direction de polarisation, c'était EX. Est-ce que vous comprenez la notion de transverse? Regardez, Shabab. E et B sont dans le plan transversal par rapport à K, c'est-à-dire le plan perpendiculaire à la direction de propagation. C'est bon? Voilà le CP, voilà le vide. Ça, c'est la surface du CP. Évidemment, l'onde, il va arriver ici, il va taper ici, il va revenir et il ne va créer que des courants, on le sait, parce qu'il ne va pas créer des charges. Pourquoi? Parce que l'incidence est axiale, elle est perpendiculaire à la surface du conducteur parfait. Alors, évidemment, hein, voilà, pour moi, le plus important, c'est ça. Hein. Direction de propagation, moins EZ. Direction de polarisation, c'est EX. Par un calcul très rapide et très facile, hein, j'arrive à dire que le champ incident, ça sera E0 cosinus oméga T plus Shabab. Normalement, c'est moins K scalaire R. Oui, mais K, c'est moins oméga sur C, EZ. Le moins avec le moins, ça nous donne un plus oméga sur C fois Z. EX ici, évidemment, étant la direction de polarisation. Par la formule donnant le B, immédiatement, G, par la formule me donnant le B, qui est égal à 1 sur C, E propagation, c'est moins EZ, hein, moins EZ, vectoriel EX, eh ben, ça me donne moins EY pour le champ. C'est bon? OK. OK. Alors, pour le champ, pour l'onde réfléchie, pardon, peut-être je devrais dire la chose suivante. À quoi nous servent les équations de passage? En fait, ça nous sert initialement à trois choses. Hein. Il nous sert à trouver l'amplitude algébrique du champ réfléchi grâce à la première. À trouver la densité de charge surfacique. On sait qu'elle est nulle dans ce cas. Et la troisième chose, à trouver la densité de courants surfaciques qui vont être créés lors du passage de cette onde. On est d'accord, Shabab? Donc, je vais utiliser celle-là pour trouver l'amplitude algébrique, je vais revenir sur cette notion, du champ électrique réfléchi. Et je vais utiliser celle-là pour trouver la densité de courants surfaciques qui vont être créés à la surface du conducteur parfait lors de passage de cette onde sur cette surface. Alors, la première étape, pour calculer le champ électrique incident, le champ magnétique incident, c'est facile, j'utilise uniquement les données direction de propagation, direction de polarisation. Maintenant, je vais utiliser la première condition de passage, E total machin égale à 0, pour démontrer, la démonstration elle est simple, hein, E total à la surface égale à 0. Ça veut dire que à la surface, ici, le ER, vous savez très bien qu'il va s'écrire E0R fois cosinus oméga T. Ou l'autre, E0 cosinus oméga T. Je les rassemble, égal à 0, ben ça nous donne E0R égale moins E0. Ça s'appelle l'amplitude algébrique. Je rajoute le mot algébrique à cause de ce moins-là. C'est quelque chose de facile. Généralement, ou vous le montrez grâce donc, à E tangentiel égal à 0, ou alors vous le dites directement. On sait que l'année dernière, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, sachant que E0R égale moins E0, calculer le champ réfléchi, électrique réfléchi.
هاد la remarque, ne l'oubliez pas, Shabab, pour l'onde réfléchit, le champ électrique réfléchit. Regardez, j'ai mis son amplitude ici, mais j'ai dit qu'elle était portée par la direction de polarisation. Le moins ce qui va venir après, évidemment, il va venir de son amplitude. On est bien d'accord? OK. Quant au champ magnétique, par un calcul simple, similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure pour le champ incident, on trouve qu'il a même direction et même sens. Alors, arrivé à ce niveau-là, je vais quand même encore rester un petit peu naïf. On va trouver que, je ne sais pas si je pourrais le faire sur la figure. Bon, je vais prendre cette figure et je vais vous demander une seconde. Allah yasahal amrakum. معكم معايا شباب؟ Oui, monsieur. J'essaye, à travers ce dessin, de vous montrer ce qui va se passer en fait. Ce qui va se passer, c'est que le KR, est-ce que vous êtes d'accord, Shabab? Écoutez, hein, vous allez excuser ce que je suis en train de faire, parce que le KR, ça va être ceci, si vous êtes d'accord. Hein? OK? Le ER, on vient de voir qu'il va changer, pas de direction, hein, il va changer de sens. Bon, ماشي مشكل. Voilà pour le ER. On est bien d'accord, le calcul nous dit que ça va donner tel vecteur. Voilà pour le ER. Ça va, Shabab? OK. Ah oui, mais le BR, il va garder le même sens et la même direction que le BI. Ça va, ça? OK. On peut vérifier que EI, BI, KI est direct, que KR, ER, BR est également direct. Voilà. Ah, j'arrive donc à cette histoire de densité. Alors, ce que j'explique ici. Hein. Ah, Shabab. Détermination des densités de charge et de courant surfacique. Ça, c'est la chose pour moi la plus importante. Si tu ne fais pas ça à l'examen, ce n'est pas la peine de commencer le calcul des densités. Hein. Il faut d'abord trouver la normale à la surface de CP. Moi, j'ai dit ici EZ, ainsi que son équation. Revenons au CP. Alors, je n'ai la normale. La normale, Al-Shabab, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui part du conducteur parfait vers le vide ou là, le LHI. Il y a la normale ici. Donc, vous voyez bien que la normale ici, c'est bien EZ. OK. Maintenant, l'équation de cette surface, bah, écoutez, c'est le plan XY, c'est-à-dire Z égale à Z égale à 0. On est d'accord, Shabab? Ça va, ça? Équation de la surface, la normale à cette surface, vous voyez bien que c'est EZ. L'équation, c'est Z égale à 0. Une fois pourquoi je parle de ça? Parce que c'est comme ça que je pourrais écrire les conditions aux limites. Sinon, je ne pourrais pas écrire les conditions de passage. Ce n'est la normale ou ce n'est l'équation de la surface. Écoutez, là, c'est de la répétition, incidence axiale, les champs sont tangentiels, donc les composantes normales sont nulles.
Or, la composante normale est liée à la densité surfacique de charge, donc cette densité est nulle. Et il n'y a pas, je l'ai mis en gras ici, il n'y a pas de charge surfacique dans le cas d'une incidence normale, Shabab. Bon, maintenant le calcul de JS. La relation B total tangentielle, c'est B total. Il n'y a plus de tangentiel dans notre cas. Ils le sont. Initialement, ils sont tangentiels. شنو هو B total? هو B incident plus B réfléchi en Z égale à 0. Oui, mais je sais par ailleurs que ce B total égale à la condition de passage égale à mesure JS croix EZ. Ok, parfait. Ah oui, mais Shabab, encore une fois, regardez bien cette relation. B, JS, EZ, pour moi, ici, est direct. Donc, JS, EZ, B est direct. JS, EZ, B est direct. Donc, cette relation implique celle-là. JS égale EZ vectoriel B total sur mu0. Ben, écoutez, dans notre cas ici, ça, c'est pas important. Dans le cas traité dans le cours, on a trouvé 2E0 sur mu0. C'est cosinus oméga T EX. Shabab, EX est bien tangent à la surface quand même. Oui? Ok. Oui, parce qu'on sait que cette quantité, ce sont les courants surfaciques. Ça veut dire qu'ils sont tangents à la surface du conducteur parfait. Quant à la notion, je vais finir par cette notion évidemment d'onde stationnaire. Alors, les ondes stationnaires, Shabab, ce sont les ondes totaux, ce sont les champs totaux. C'est-à-dire que je somme E incident avec E réfléchi. Le détail de calcul est donné dans le cours. Seulement, je ne trouve pas cos ou la sine de oméga t moins oméga sur cz. Non, 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 non. Je vais trouver que le temps et l'espace sont séparés. Regardez, là j'ai sinus oméga t bouhda, sinus oméga sur cz, cosinus oméga t seul, cosinus oméga sur cz. Il y a une séparation ici entre le temps et l'espace, ce qui fait que ces courbes-là, ces quantités-là, vibrent sur place comme une corde, mais ne se propagent pas, d'où leur nom, onde stationnaire. Alors, Shabab, Allah yajazikum bi khayr, à ce propos, je vais tout simplement mentionner la chose suivante. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Alors, attendez, je vais revenir. Voilà, voilà. Je vais prendre une des quantités, peu importe, celle-là, par exemple. Le Shabab, c'est un brouillon que je vais faire là. Il m'a dit, voilà, puisque monsieur, je vais enlever, je vais parler que du module. Il me dit, voilà, monsieur, puisque E est égal à E0 cosinus oméga t moins cosinus, moins oméga sur cz, ça c'est le module de E, pour montrer que E est perpendiculaire à B, on a utilisé la quantité, l'expression complexe, la méthode complexe, c'est-à-dire qu'on a dit que cette expression n'est rien d'autre que E0 fois l'exponentielle de J fois ça. On a fait le calcul et on est revenu à la partie réelle. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, voilà, monsieur, puisque cette expression, on peut l'écrire de cette manière. Ok. Aïe, 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 Shabab. Ou la même chose de... Alors, Shabab, Allah yajazikum bi khair. Ouais, je vous êtes d'accord là-dessus. J'ai oublié le E0. Attendez.
بغيتكم تحضروا لهذا الكالكول الله يجزيكم بخير. Pour votre avis, est-ce que ça, c'est égal à ça? Bien sûr. E0 exponentielle de j de la différence égale E0 fois l'exponentielle de la première fois l'exponentielle de la deuxième. On est d'accord, Shabab? Alors, il y a quelqu'un qui me dit, ah bah, monsieur, si je prends la partie réelle de cette expression, je vais trouver ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais isoler la formule. Vraiment, il prête à confusion. Hein. Voilà. Je vais agrandir un peu. Il me dit, voilà, monsieur, en passant de cette expression à celle-là, la partie réelle de celle-là, c'est ça. Shabab, la partie réelle d'un produit de complexe n'est pas égale au produit des parties réelles. Ah, pas du tout. Si je prends la partie réelle de ça fois ça, je vais trouver la partie réelle de ça fois ça moins la partie imaginaire de ça fois ça. Il y a un produit de cosinus moins un produit de sinus. Ça veut dire que la partie réelle de ça, mon Dieu, de ça, c'est encore ça, il n'y a pas de problème. Hein. C'est clair, alors, écoutez, je ne sais pas quand est-ce qu'est prévue l'autre partie du cours. Eh ben, on a fait n'importe quoi, Adrien. Normalement, il fallait arrêter à 16h30. Et moi, Shabab, est-ce qu'on commence les questions ou je prends 2 minutes, hein, 3 minutes, الله يجزيكم بخير. شي واحد يجاوبني الله يستر عليكم لطيفة. On prend 3 minutes, monsieur. Ok, parfait. Je reprends dans 3 minutes, Shabab, hein, pour vos questions. Alors, préparez vos questions. Et après les questions, ça va être la correction de l'examen. Préparez vos questions, Allah يجزيكم بخير. Ça fait Ok. 3 minutes.
Bon, Shabab, on reprend. Ah, il n'y a plus que 16 personnes. Eh ben. Apparemment, ce que je raconte n'intéresse pas beaucoup de gens. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris le flux praticable. Je vais revenir. OK, parfait. Ah ben, je vais commencer par cette notion de flux praticable. On ne parle de flux praticable que lorsqu'il s'agit d'un solénoïde. L'un des flux praticables, c'est un flux mutuel d'abord, hein. On ne parle de flux praticable que pour le flux mutuel, c'est-à-dire qu'il y a deux objets, deux conducteurs. Quand l'un des deux conducteurs est un solénoïde dont le rayon est un infiniment petit devant la longueur, évidemment, je prends le flux créé par ce solénoïde. Pourquoi? Tout simplement parce que le flux de ce solénoïde, ça va être l'intégrale double euh, de BNDS. Le B étant axial dans un solénoïde et surtout qu'il est uniforme, je vais le sortir de l'intégrale et le calcul d'intégrale devient très facile. C'est pour ça on ne parle de flux praticable dans notre cas, on ne parlera de flux praticable que lorsqu'il l'un des objets sera un solénoïde infiniment long. Pourquoi? Parce que le champ créé par un solénoïde infiniment long est uniforme. Je le sors de l'intégrale, j'intègre sur la surface, c'est la surface elle-même. Voilà. Alors, Fatima Zahra, il a كان مازال هادشي ما بينش قوليها لي يا بنتي. Shabab. Sinon, moi, je vais commencer la correction de l'examen. Vous allez rire. C'est la répétition. L'examen, je l'ai donné l'année dernière, hein. C'est la répétition, je viens d'y penser. Tant mieux, Abinti, j'espère que. En fait, on parle de flux praticable que lorsque j'ai un conducteur parfait. Dans notre cours, dans le programme de S4, je parle de flux praticable quand j'ai un solénoïde infiniment long. L'avant-année dernière, j'ai donné, je crois, deux solénoïdes infiniment longs et j'ai quand même posé la question, quel est le flux praticable? La réponse, c'était ou phi 1, 2 ou phi de 1. Pourquoi? Parce que étant infiniment longs tous les deux, les champs créés par ces solénoïdes étant... L'examen après. Oui, bah c'est comme vous voulez, hein, Shabab. Parce que quand même, ça. Normalement, dans 23 minutes, on a fini 2 heures, hein. C'est comme vous voulez. Moi, ce que je vous propose, Shabab, j'ai une proposition, Shabab de laisser l'examen. Si vous n'avez pas de questions, laissez-moi un quart d'heure, un quart d'heure. Je vais faire un premier passage, parce que vous allez voir, c'est la répétition exacte de ce que je viens de présenter en cours. D'ailleurs, الدراري اللي كيتسائلوا الدو ديالك كنحط الكور كما هو ce que je vous ai présenté en cours, on va le travailler à l'examen, c'est-à-dire en tant qu'exercice. Mais c'est les mêmes notions qui se répètent, hein. Alors, si vous avez des propositions, allez-y, Shabab, allez-y, proposez-moi. Est-ce qu'on peut parler des équations de propagation de... Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, la TEFA, est-ce qu'on peut parler des équations de propagation dans un milieu élargi? Mais le tabiat seulement le C va devenir V, c'est tout. Et le epsilon 0. Oh, mon Dieu, le epsilon 0 va devenir epsilon. Et le C va devenir V, c'est tout. Mais c'est les mêmes équations, c'est ce que j'ai proposé et expliqué tout à l'heure. OK? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Shabab? Alors, je vous conseille vivement, vivement, de travailler avec l'examen كما ينبغي. Voilà. Je vous conseille de le travailler. Pourquoi? Parce qu'il porte sur l'essentiel. Moi, je vous propose, si vous n'avez pas de questions, de faire un passage rapide. Mais ce ne sera pas le dernier, Shabab. مازال غادي نتشوفوا. أنا بالنسبة لي, on a fini le cours.
On a fini les TD. Monsieur, concernant les équations de Maxwell. Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas de démonstration des équations de Maxwell. Non, 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 non. Vous n'avez pas à le savoir. Hein. On n'en a démontré que 3, donc. Non, 2. On a démontré que div B égale à 0. On a démontré que rot B égale à 0 J. Et oui, mais le reste, on ne l'a pas démontré. Non, non, pas de démonstration. D'autres questions? Allez-y. Ça fait Abou Shabab, un petit. Pas de démonstration des équations de Maxwell. Non, non, non. Je vais chercher avec l'examen, si vous le permettez. Je vous demande une seconde. L'examen, voilà. Est-ce que là, mon écran est bien partagé? L'admin يجاوبني. Oui. Oui? وي باين أستاذ. Oui. Ok. غنكبروا شويه. بون هذا الاكزامان vous l'avez عبد الفتاح. ما عاودش علاش كنعيط لك عبد الفتاح. وانت انت على سميه صاحبي مفتاح عبد العالي. نعم أستاذ. Vous avez tous l'examen sous les yeux quand même, non? وي أستاذ حيت لحسي في الجروب. Je ne vais pas le corriger en détail. Je veux juste passer un premier passage. Et si vous voulez, notre prochain rendez-vous, ça va être cet examen. On زيد عليه le rattrapage. مثلا. شو رأيكم الدراري؟ داكور مسيو الله يعجبك. Oui. Bon, si quelqu'un a une remarque à me faire, qu'il me la fasse. Shabab, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je veux juste vous dire que cet examen, correction, les questions de cours, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Que le flux magnétique, montrer que le flux magnétique, je vais parler très rapidement. Shabab, il a une remarque. Si vous avez une remarque, oula, ouvrez le micro et dites-le. Hein? Ça fait. La première question de cours. Comment montrer que le flux magnétique à travers une surface s'appuyant sur un contour fermé ne dépend que du contour? Ben, il suffit d'utiliser Stokes, non? Phi égale double intégrale de B NDS. B, c'est ρ A. Or, l'intégrale double de ρ A, c'est la circulation sur le contour fermé de ADL. Voilà, c'est fini. Donc, phi ne dépend que du contour. Le flux magnétique propre peut montrer que le flux magnétique propre à travers un circuit fermé parcouru par un courant I peut s'écrire phi égale LI. Ben, il y a 3 phrases à dire. Hein. B étant proportionnel à I, c'est bien, ça va. Phi proportionnel à phi, c'est la définition du flux. Donc phi est proportionnel à I, ce qui me permet d'écrire phi égale LI. C'est bon? Ok. Équation de Maxwell dans un LHI. Non. Dans un LHI, sans courant, écoutez, j'ai détaillé, hein, vous avez vraiment le détail dans la correction. Sans courant implique J égale à 0. En régime permanent implique D sur dt égale à 0. Alors, je reviens aux équations de Maxwell. J'annule J, j'annule D sur dt. Ah ben, ça me donne div E égale ρ sur epsilon, div B égale à 0, ρ E égale à 0 et ρ B égale à 0. Une autre fois, je dis, c'est les charges qui sont nulles. Alors, div B, c'est les charges qui sont nulles. Alors, c'est div E qui est égal à 0 et ainsi de suite. C'est bon? Ok. Ça, c'est vraiment des questions, 3 questions pour ramasser des points, hein, vraiment. Si on ne sait pas ça, on ne peut pas dire qu'on a juste lu le cours d'électromagnétisme. Cette démonstration, à mon sens, on va la garder pour la prochaine fois. C'est là où j'établis l'équation de propagation sans l'hypothèse, sans utiliser l'hypothèse que ρ est nul et que J est nul. J'ai fait la démonstration dans le cas le plus général et ça m'a donné
Ça m'a donné une équation. Je vais parler juste du résultat. Shabab, Brice, je veux que vous regardiez la démonstration. Et s'il y a des problèmes, bien sûr, on en discute la prochaine fois. Dans cette démonstration, j'arrive à l'équation, la Lambertienne de E égale grade de rho sur epsilon plus mu0 de dj sur dt. Mais en remarquant que si rho est uniforme, donc indépendant de x, y, z, ah ben, le gradient est égal à 0. Si de plus j est permanent, ça veut dire que d sur dt de j égale à 0. Là, il y a cela implique la même équation, exactement la même que dans le vide ou là dans un milieu sans charge ni courant. Je l'ai noté ici, on retrouve ainsi l'équation de propagation dans un milieu sans charge et sans courant. Alors, Shabab, Allah sahal comme vous diffusez de l'information. La question 5, vous ne pourrez pas la faire, vous. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas abordée du tout. Donc, la question 5, ce n'est pas la peine. Hein. Ce n'est pas la peine. C'est bon? J'espère que tout le monde m'a entendu. Je ne sais pas pourquoi il y a une parenthèse. Ah, si. Oui, bon. Voilà. La question, elle ne fait pas partie. Bah, elle est là, le flux praticable. Shabab, en TD, je vous ai donné deux solénoïdes coaxiaux et l'aqlin. Oui, mais le C2 il contenait grand M2 spire. C'est le même exercice. Seulement ici, j'ai pris une seule spire. Le flux praticable, c'est le flux de l'infiniment long à travers la spire. C'est ce que j'ai fait avec le même calcul. La seule différence qu'il y a dans cet exercice par rapport à ce qu'on a fait en cours, c'est ça. C'est une spire au lieu de M2 dans l'exercice. Le reste du raisonnement est exactement le même, puisque je suis amené à dire que le S2, la surface totale, ici S2, c'est égal à la surface S1 plus la union, la surface de la partie annulaire que j'ai appelée grand A. D'ailleurs, c'est la même figure. Sachant que B1, il est uniforme ici, il est nul ici, je vais partager mon intégrale sur S2 en une intégrale sur S1 plus une intégrale sur la partie annulaire. En S1, je fais intervenir B1 intérieur. En A, je fais intervenir B extérieur qui est nul. Donc, la partie, il va s'annuler et va rester phi 1 2 égale B1 intérieur ds. Le B1, voilà l'utilité d'un flux praticable. Le B1 intérieur étant uniforme, je vais le sortir et il reste S1R. Écoutez, ça, je l'ai rajouté vraiment en tant que remarque parce que ça n'a pas été demandé. S1 est appelé dans ce cas-là surface utile. Je remplace B1 par sa valeur et je divise par I1 pour trouver le coefficient d'induction mutuelle. Shabab, Anna, je propose de m'arrêter ici parce que je ne peux pas commencer le problème. Ah si, il reste, attendez. اسمحوا لي يا شباب. باقي هذاك ديال ça. Alors, le deuxième cas. زعما هاد هاد الأستاذ ديالكم لا إله إلا الله. Le deuxième cas. Mais ce cas aussi a été traité en cours. Oui, on t'aidait, Yabbi, on t'aidait. Seulement, j'avais pris la spire avec un angle θ هنايا, de normal nu. J'avais pris la spire à l'intérieur. Ça ne posait aucun problème. Mais ici, c'est exactement la même chose. D'accord, Shabab? Quoique, écoutez, la seule différence ici, c'était un, mais avec l'exercice c'était un. Mais moi, je propose,
Eh oui, attendez, Shabab, attendez, attendez. Il y a une petite erreur ici, hein. Pourquoi? Je ne sais pas si vous m'entendez. À l'extérieur, ici, dans cette partie, et dans cette partie, le B1 est nul, hein. Donc, c'est la surface, au même titre que tout à l'heure, va se réduire à S1. Écoutez, je vais le recorriger et je vais le proposer la prochaine fois. C'est S1, Shabab, hein. C'est pas S2 du tout, du tout. C'est S1. J'espère أنكم كتسمعوني. يلا شتها الشباب ما شتها هذا وندوزت واقيلا معاكم غنجيب ان في. Voilà, voilà. Je vais revenir à ce problème la prochaine fois. D'abord, بغيت les remarques ديالكم et واش غادي est-ce qu'on va prévoir un rendez-vous بيناتنا ou là on va attendre le programme de la fac. Certainement, il y aura encore 2 séances la semaine prochaine. اللي بغى يهضر يفتح الميكرو ويهضر معايا. كوكو شباب. Oui, monsieur. واش ديما ما تلقى غير بي انتيريور ممكن تكونش. ما فهمتش ابو شراب انت ما فهمتش. جيب لا دونسيتي جي واش ديما ما كتلقى متعلقه غير بالانتيريور. اه وي بيان سور بنتي بيان سور بيان سور. Je peux avoir un milieu. فهمتش انا هاد القضيه ديال الانتيريور. Si je prends un cylindre chargé, évidemment, il y a un J. Mais si je prends un milieu où il y a des courants, je ne sais pas, extérieur, intérieur, n'a plus aucun sens, hein. Si je prends un milieu dont la densité de courant, c'est J, des courants vraiment volumiques, je ne sais pas ce que c'est comme milieu, un liquide ou là, ou là, oui. L'onde se propage à travers ce milieu qui contient des charges et qui contient des courants. Auquel cas, l'équation de propagation, évidemment, il va garder. Ah oui, il suffit que cette densité de courant soit permanente, comme je viens de le voir tout à l'heure avec l'équation, pour retrouver la même équation de propagation. Coucou, Shabab. C'est bon, là, vous avez des questions? C'est bon, c'est bon. Ok. Bon, Shabab, la fac va programmer encore 2 séances la semaine prochaine, hein, parce que ma كاينش كاع الخبر ديال l'arrêt de cours ما كاينش. Nous, on a fini, on est bien d'accord. Mais moi, je suis prêt à vous recontacter s'il y a besoin. Seulement, moi, j'ai remarqué une chose, il faut que je vous dise ceci. J'ai mis sur le WhatsApp, Hachab, écrivez-moi toutes vos questions. Mais je n'ai même pas une seule question. Aucune question. Alors, ouais, je une femme, elle a tout est compris. Ou là, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, Shabab, pour poser vos questions. Et ma par WhatsApp ou le Facebook, un moyen qui vous sera pratique, utilisez-le pour me contacter. Vous pouvez directement m'appeler au téléphone. أي حاجة خصتكم تسولوا فيا. Voilà. Alors, moi, j'attends de voir si la fac a programmé quelque chose pour la semaine prochaine, tant mieux. S'il n'a rien programmé, je vais contacter les admins et vous donner un rendez-vous. Mais Shabab, il est un rendez-vous. D'accord, je peux continuer la correction de l'examen, mais il faut la correction aussi de. Oui, il y en a où elle dit comme tu.
la correction du rattrapage que je vais غنكمل معكم غنبدا la correction ديالها et je vais la publier inchallah بحول. Je pense même, je sais pas votre avis, je pense même faire une vidéo, j'espère que vous avez toutes mes vidéos. كاينين 14 الشباب, il y a 14 vidéos. Il y a tout ce que j'ai expliqué, je l'ai expliqué avec les vidéos. Mais peut-être j'en ferai une 15e vidéo qui portera sur l'explication des examens. Je vais exposer la correction de l'examen et le rattrapage, Inch'Allah. Je vais essayer de faire ça avant la semaine prochaine. Voilà. Mais cela ne doit pas vous empêcher à me contacter si besoin et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, Shabab. Appelez-moi. Voilà, je vous remercie. Pouvez-vous, monsieur, nous envoyer l'examen de l'année 17-18? Wakhalala. Ah oui, merci. واش شكون هذا اللي كتب؟ لا لطيفه. نصيفطوا لك مي بلا كوريكسيون. بغيت ندير لي كوريكسيون دابور. Mais je vais vous envoyer tous les examens que j'ai de toute façon. Mais les corrections, évidemment, ça demande du temps, Shabab. Surtout que je ne veux pas les écrire à la main. Parce que ما كيكونش واضح داك الشيء. J'aimerais les taper les corrections et vous les envoyer. Mais aucun problème, بنتي. Aucun. ويدينا والديك. سيبوا الشباب يلا سيروا بحالكم بداو تخرجوا باش نشوفكم خارجين نخرج حتى انايا. اوكي. ويدينا والديك بنتي. Je vais les envoyer, hein. Mais donnez-moi du temps, hein. نقلب عليهم وغادي نسكانيهم ونصيفطهم لكم ولا غنصيفطهم في الواتساب وفي الفيسبوك. داكوغ اوكي. والدينا ووالديكم الشباب بون كوراج. ترافايي يا الشباب ترافايي. راه ما كنظنش غتكون شي كورونا اخرى في العالم. ترافايي في هذا الوقت هذا اللي ممنوح لكم. الله يسهل لكم الامور. حياكم الله. السلام عليكم.